Le cimetière est vide. La nuit est épaisse, sans vent, sans bruit. Tony est seul entre les tombes. Costume sombre. Regard fixe. À ses pieds, une pelle repose contre une pierre froide. Le métal est couvert de terre sèche. Il regarde autour de lui une dernière fois. Personne. Alors il saisit la pelle. Le premier coup est hésitant. Le deuxième est plus profond. Puis le rythme s'installe. Bienvenue sur les histoires d'Africonte. La terre résiste. Chaque mouvement lui brûle les bras. Sa respiration devient lourde. La sueur coule le long de son visage malgré la fraîcheur de la nuit. À chaque pelletée, un bruit sourd résonne, comme si le sol refusait ce qu'il est en train de faire. Tony ne s'arrête pas. Il creuse longtemps. Trop longtemps. Quand le bois du cercueil apparaît enfin, il reste immobile. Sa main tremble encore quand il pose la pelle au sol. Le silence revient brutalement, plus violent que l'effort. Il s'agenouille. Le cercueil est vieux, fragile. Il l'ouvre lentement, comme s'il avait peur que le bruit réveille quelqu'un. L'odeur monte immédiatement. Tony ferme les yeux une seconde. Pas pour prier, pour tenir. À côté de lui, un sac épais attend. Alors il commence. Un os après l'autre. Avec lenteur. Avec une précision presque maladive. Il ne pleure pas. Il ne parle pas. Ses mains savent exactement quoi faire, comme si ce geste avait été répété dans ses cauchemars pendant des années. Quand le sac se remplit, Tony s'arrête un instant. Il fixe le vide laissé dans la tombe. Une phrase lui traverse l'esprit, claire, glaciale. Le sacrifice ne doit jamais être refusé quand le moment arrive. Il referme le sac d'un geste sec. Le bruit de la fermeture résonne dans le cimetière désert. Tony se relève difficilement. Ses jambes tremblent. Il jette un dernier regard au trou béant, puis replace la terre à la hâte, comme s'il voulait effacer la scène. Quand tout est fini, il reprend la pelle, la dépose contre une tombe voisine et charge le sac sur son épaule. Le trajet jusqu'à la villa lui semble interminable. À l'intérieur, tout est calme. Luxe parfait. Silence rassurant. Tony traverse la maison sans allumer la lumière. Il passe devant les chambres où dorment sa femme et ses enfants. Puis il s'arrête devant une porte que personne n'a jamais le droit d'ouvrir. La chambre interdite. Il sort la clé. Ouvre. Entre. La pièce est froide, sans fenêtre, vide. Il pose le sac au centre. S'agenouille une dernière fois. Sa voix est à peine audible. Il murmure qu'il a réussi. Qu'il a tenu sa promesse. Que grâce à elle, tout est arrivé. L'argent. Le respect. Le pouvoir. Puis il referme la porte. À cet instant précis, Tony comprend une vérité simple et terrible. Tant que cette chambre restera fermée, sa richesse continuera. Mais le jour où quelqu'un y entrera, tout s'effondrera. À 18 ans, Tony comprend une chose très tôt. La pauvreté ne fait pas de bruit, mais elle écrase lentement. Chaque matin, il sort de la maison avec la même sensation d'étouffement. Les murs sont trop proches, les rues trop étroites, les regards trop lourds. Il sent déjà le jugement avant même qu'on lui parle. Pas besoin de mots. Les gens voient ses chaussures usées, ses vêtements fatigués, son silence. Et il conclut à sa place. Mais ce qui le blesse le plus, ce n'est pas le manque d'argent. C'est le manque de respect. Tony ne supporte plus d'être invisible. Sa mère, elle, voit tout. Elle travaille dur. Elle se lève tôt. Elle se couche tard. Son corps est fatigué, mais son regard reste droit. Elle croit en son fils avec une foi presque dangereuse. Elle lui répète souvent que la patience est une force. Que tout arrive en son temps. Que certaines portes ne doivent jamais être forcées. Tony écoute, mais au fond de lui, quelque chose se fissure. Chaque échec renforce une idée. Le monde ne respecte que ceux qui ont de l'argent. Quand il voit d'anciens camarades réussir, rouler dans de belles voitures, être salués, écoutés, Tony sent une colère sourde monter. Pas contre eux. Contre lui-même. Contre sa situation. Contre cette vie qu'il n'a pas choisie. La nuit, Tony ne dort pas bien. Il imagine une autre version de lui-même. Un Tony riche. Un Tony respecté. Un Tony qu'on écoute quand il parle. Mais au réveil, la réalité revient toujours. Il commence à ressentir une honte qu'il n'avoue à personne. Une honte silencieuse, profonde. Il évite certains regards. Il évite certaines conversations. Il se promet que cette situation ne durera pas. Sa mère, inquiète, sent ce changement. Elle le voit s'éloigner intérieurement. Elle tente de le ramener à des valeurs simples. Elle parle de travail honnête,
de limites à ne pas franchir. Tony acquiesce. Mais il n'est plus vraiment là. À 22 ans, Tony se fait une promesse intérieure. Une promesse qu'il ne partage avec personne. Il ne sera pas pauvre toute sa vie. Il ne sera pas humilié toute sa vie. Peu importe le chemin. Cette décision ne fait pas de bruit. Elle s'installe en lui comme une graine sombre. Il commence à observer autrement. À écouter différemment. À envier silencieusement ceux qui semblent avoir trouvé des raccourcis. Il se dit qu'ils savent quelque chose que lui ignore. Et surtout, il commence à se détacher des avertissements de sa mère. Sans le savoir, Tony vient de franchir une première ligne invisible. Il ne le voit pas encore, mais son obsession est née. Et cette obsession va bientôt le pousser vers une rencontre qui changera tout. Une rencontre qu'il regrettera toute sa vie. À 23 ans, Tony travaille dur. Trop dur pour ce qu'il obtient en retour. Chaque matin, il part avec l'espoir fragile que cette journée sera différente. Chaque soir, il rentre avec les mêmes poches vides et la même fatigue dans le corps. Il multiplie les petits projets, les démarches, les idées. Il y croit encore. Un peu. Mais le temps passe. Et rien ne change. Les factures s'empilent. Les appels deviennent insistants. Les sourires des gens se transforment en regards moqueurs. Tony sent que la ville commence à le cataloguer. Encore un qui n'a pas réussi. Un jour, il est publiquement humilié. Une promesse non tenue. Un paiement refusé. Des rires étouffés autour de lui. Ce moment marque quelque chose. Tony comprend que travailler honnêtement ne suffit pas toujours. Que certains avancent plus vite, non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'ils ont accès à autre chose. Des réseaux. Des raccourcis. Des secrets. Il commence à poser des questions qu'il ne posait pas avant. À écouter des conversations qu'il ignorait. À remarquer des hommes discrets, jamais pauvres, jamais pressés. À l'intérieur, Tony change. Il devient irritable. Silencieux. Il parle moins à sa mère. Pas par mépris. Par honte. Il ne supporte plus de croiser son regard fatigué, plein d'espoir pour lui. La nuit, il refait ses comptes. Encore et encore. Toujours le même résultat. Il se surprend à penser des choses qu'il aurait jugées dangereuses autrefois. Il se dit que le monde n'est pas juste. Que ceux qui gagnent ne sont pas forcément les plus propres. Et pour la première fois, cette pensée ne lui fait plus peur. À 24 ans, Tony atteint un point de rupture. Il accepte un dernier travail mal payé. Il se fait encore exploiter. Encore rabaisser. En rentrant ce soir-là, il s'assoit seul, dans le noir. Il ne mange pas. Il ne parle pas. Il se dit intérieurement qu'il ne peut plus continuer comme ça. Il ne sait pas encore comment. Mais il sait une chose. Il est prêt à écouter des propositions qu'il aurait refusées avant. Cette nuit-là, il ne dort presque pas. Et quand il s'endort enfin, il rêve d'une porte qu'il n'a jamais vue auparavant. Le lendemain, Tony croise un regard différent. Un regard qui semble le reconnaître. Comme si quelqu'un l'attendait depuis longtemps. Sans le savoir, il est à quelques pas de la rencontre qui va sceller son destin. À 24 ans, Tony n'a plus de marge. Son téléphone vibre trop. Pas pour de bonnes nouvelles. Pour des rappels. Pour des menaces déguisées. Pour des voix qui ne demandent plus, mais exigent. Il baisse le volume, comme si le silence pouvait repousser la réalité. Mais même le silence l'accuse. Dans la rue, il marche vite. Il évite les regards. Il évite les endroits où on le connaît. Il a appris à reconnaître, à distance, les sourires de ceux qui attendent de le voir tomber. Et le pire, c'est qu'il sent qu'ils vont être servis. Le choc arrive un après-midi. Tony tente de régler une situation simple, une petite dette, une discussion qu'il pense pouvoir gérer. Mais la scène dégénère. Les voix montent. Les gens s'arrêtent. Les regards se fixent sur lui comme des projecteurs. On le traite comme un enfant. On le rabaisse. On prononce son nom avec un mépris tranquille. Tony tente de garder sa dignité, mais son corps le trahit. Son visage chauffe. Ses mains se crispent. Il sourit pour faire semblant. Puis il entend un rire derrière lui. Un rire court, sec. Ce rire lui perce la poitrine. À cet instant, il comprend qu'il n'est pas seulement pauvre. Il est devenu un spectacle. Ce soir-là, Tony n'arrive pas à rentrer tout de suite chez lui. Il marche sans direction. Il traverse des quartiers qu'il n'aime pas. Il s'arrête devant des vitrines où tout est trop cher. Il regarde les gens bien habillés entrer dans des lieux où il ne se sent pas à sa place. Il sent une rage sourde, mais surtout une fatigue. Une fatigue mentale. Comme si son esprit avait porté trop de poids trop longtemps. Il pense à sa mère, à sa voix, à ses conseils.
Et cette pensée, au lieu de le calmer, lui donne honte. Parce qu'il ne supporte plus d'être celui qu'elle protège. Celui qu'elle rassure. Celui qui promet et qui revient toujours avec des excuses. Dans sa tête, une idée grandit, sombre et simple. Il faut un miracle. Ou un raccourci. Cette nuit-là, Tony fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il ne prie pas. Il ne demande pas de l'aide. Il parle au vide, comme si quelqu'un l'écoutait. Il murmure qu'il est prêt. Prêt à payer. Prêt à faire ce qu'il faut. Il ne formule pas tout clairement, mais l'intention est là. Une intention qui ouvre des portes qu'on ne devrait jamais ouvrir. Le lendemain, Tony se lève avec un calme étrange. Comme si une décision avait été prise à sa place. Il met une chemise propre. Il sort. Il marche vers une zone qu'il évitait auparavant. Il ne sait pas exactement pourquoi il va là. Mais il y va. Au bout d'une rue, Tony aperçoit un homme. Assis. Immobile. Pas riche en apparence. Pas pauvre non plus. Un regard tranquille, trop tranquille. Quand Tony passe, l'homme ne l'appelle pas. Il dit juste une phrase, sans lever la voix, comme s'il parlait à quelqu'un qu'il connaît depuis longtemps. Tony s'arrête net. Parce que cette phrase contient quelque chose que personne ne devrait savoir sur lui. Tony reste immobile au milieu de la rue. La phrase que l'homme vient de prononcer n'était ni une menace, ni une question. C'était un constat. Une vérité que Tony n'avait jamais dite à personne. Son cœur se met à battre trop vite. Lentement, il se retourne. L'homme est assis sur une chaise basse, comme s'il faisait partie du décor depuis toujours. Son regard est calme. Pas curieux. Pas insistant. Juste sûr. Tony sent immédiatement une chose. Cet homme ne cherche pas à convaincre. Il attend. L'homme parle peu. Chaque mot tombe avec précision. Il ne demande pas ce que Tony veut. Il lui dit ce qu'il cherche. Le respect. La réussite. La sortie définitive de la pauvreté. Tony a l'impression qu'on lit en lui comme dans un livre ouvert. Puis vient la promesse. Une ascension rapide. Une réussite visible. Un changement radical. Mais avant que Tony ne puisse réagir, l'homme pose une règle. Une seule. D'une voix calme, presque bienveillante. Quand le sacrifice sera choisi, il ne devra jamais être refusé. Le mot sacrifice résonne longtemps. Tony sent un frisson lui parcourir le dos. Il veut poser des questions, mais quelque chose l'en empêche. Comme si poser la question était déjà une faute. Tony tente de rester rationnel. Il se dit que ce sont des paroles symboliques. Des métaphores. Il se dit que tous les succès ont un prix, et que celui-ci est simplement formulé différemment. Il se convainc qu'il est plus intelligent, qu'il saura négocier, qu'il saura éviter le pire. Mais au fond de lui, une autre voix murmure que ce qu'il entend est dangereux. Cette voix ressemble à celle de sa mère. Douce, mais ferme. Tony l'ignore. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui parle comme à un homme important. L'homme se lève enfin. Lentement. Il s'approche de Tony sans jamais envahir son espace. Il lui dit qu'il n'a pas besoin de répondre maintenant. Que le choix est déjà presque fait. Puis il ajoute une phrase qui scelle tout. La richesse arrive toujours avant que le prix soit compris. Tony hoche la tête. Il ne serre pas de main. Il ne signe rien. Il accepte simplement, intérieurement. À cet instant précis, sans bruit, sans témoin, quelque chose se ferme derrière lui. Quand Tony rentre chez lui ce soir-là, sa mère l'attend. Elle le regarde longuement, comme si elle sentait un changement invisible. Elle lui demande simplement s'il va bien. Tony répond oui. Mais pour la première fois, sa voix tremble. La douleur commence un matin banal. Sa mère se lève plus lentement que d'habitude. Elle grimace en posant le pied au sol. Tony le remarque immédiatement. Il lui demande ce qui ne va pas. Elle sourit, comme toujours, et minimise. Une simple douleur. Rien de grave. Mais Tony sent que quelque chose cloche. Les jours passent. La douleur ne disparaît pas. Au contraire, elle s'installe. Les médecins examinent. Ils prescrivent. Ils rassurent sans être certains. Ils parlent de patience, de suivi, de temps. Tony s'accroche à ces mots. Parce que tant que c'est médical, c'est contrôlable. Tant que c'est rationnel, le pacte n'existe pas. À l'intérieur, pourtant, Tony n'est pas tranquille. Chaque fois qu'il regarde le pied de sa mère, une image traverse son esprit. Un souvenir bref. Un regard. Une phrase prononcée trop calmement par un homme trop sûr de lui. Quand le sacrifice sera choisi, il ne devra jamais être refusé. Tony chasse cette pensée. Il se dit qu'il devient paranoïaque. Que la peur lui joue des tours. Il s'interdit de faire le lien. Il n'en parle à personne.
Mais la nuit, il dort mal. Il se réveille en sueur. Il écoute la respiration de sa mère dans la pièce voisine. Il se surprend à compter ses pas. Quand la douleur s'aggrave, Tony prend les choses en main. Il paie les consultations. Il achète les médicaments. Il insiste pour suivre les traitements à la lettre. Il veut réparer. Il veut prouver, surtout à lui-même, qu'il peut encore protéger sa mère. Il se dit que s'il agit vite, s'il agit bien, tout rentrera dans l'ordre. Que cette maladie n'est qu'une épreuve passagère. Il refuse d'imaginer autre chose. Un soir, en aidant sa mère à s'asseoir, Tony remarque quelque chose. Une petite plaie. Discrète. Mais anormale. La peau autour est chaude. L'odeur est étrange. Tony sent son cœur se serrer. Et pour la première fois, une pensée qu'il redoutait s'impose sans demander la permission. Et si ce n'était que le début? La plaie ne ressemble plus à une simple blessure. En quelques jours, le pied de sa mère change d'aspect. La peau devient plus sombre, plus dure. Par endroits, elle semble presque morte. La douleur est constante maintenant. Elle ne dort plus. Elle serre les dents pour ne pas se plaindre. Tony observe, impuissant. Chaque matin, il espère une amélioration. Chaque soir, il voit la situation empirer. Et le silence médical commence à inquiéter tout le monde. Sous la pression de la famille, une autre option est évoquée. Des docteurs traditionnels. Des hommes respectés. Connus pour soigner ce que la médecine moderne ne comprend pas. Tony hésite. Quelque chose en lui se crispe. Mais il est coincé. Les traitements classiques ne donnent rien. La douleur augmente. La peur aussi. Les herbes sont apportées. Des mélanges sont préparés. On applique. On couvre. On attend. Au début, il y a un espoir. Puis très vite, tout bascule. La plaie s'aggrave brutalement. L'odeur apparaît en premier. Une odeur que Tony n'oubliera jamais. Lourde. Anormale. La chair semble se détériorer sous ses yeux. Sa mère pleure en silence. Pas de cris. Juste des larmes épuisées. Tony se sent coupable. Responsable. Piégé. Chaque application d'herbe ressemble maintenant à une erreur irréversible. Chaque jour qui passe donne l'impression qu'on nourrit quelque chose au lieu de soigner. Dans sa tête, la voix revient. Plus claire. Plus insistante. Le sacrifice ne doit jamais être refusé quand le moment arrive. Cette fois, Tony ne peut plus l'ignorer. Il tente de reprendre le contrôle. Il retourne voir des médecins. Il supplie. Il paie. Il insiste. Mais il est trop tard. L'infection s'est propagée. Le corps de sa mère est affaibli. Chaque déplacement est une épreuve. Chaque nuit est un combat. Tony commence à comprendre une vérité insupportable. Quoi qu'il fasse maintenant, il ne peut plus annuler ce qui a été déclenché. Il ne s'agit plus de guérir. Il s'agit de retarder. Un soir, sa mère lui prend la main. Sa voix est faible, mais son regard est clair. Elle lui demande s'il lui a caché quelque chose. S'il a fait un choix qu'il regrette. Tony reste muet. Parce qu'à cet instant précis, il comprend que le pacte n'a pas seulement pris son corps. Il est en train de prendre son temps. La maison a changé d'odeur. Ce n'est pas quelque chose que Tony aurait su décrire précisément, mais il le sent dès qu'il entre. Un mélange de médicaments, d'herbes séchées, de douleurs silencieuses. Une odeur qui colle à la peau et refuse de partir. Sa mère ne se lève presque plus. Le pied est maintenant bandé en permanence. On ne le montre plus. On évite même d'en parler. Comme si le simple fait de le nommer pouvait aggraver la situation. Mais Tony sait. Il sait que le temps n'est plus un allié. Un médecin finit par être honnête. Il parle doucement. Il évite de regarder Tony dans les yeux trop longtemps. Il explique que l'infection est avancée. Que le corps est affaibli. Que même avec des soins intensifs, les chances sont faibles. Tony entend les mots, mais il glisse sur lui. Parce qu'au fond de lui, une autre vérité a déjà pris toute la place. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas une erreur de traitement. Ce n'est pas un hasard. C'est le pacte. À cet instant, Tony ne doute plus. Il se souvient précisément du calme avec lequel le vieil homme avait parlé. Comme s'il savait déjà comment les choses allaient se dérouler. La culpabilité devient insupportable. Tony ne mange presque plus. Il dort par fragments. Chaque bruit le fait sursauter. Chaque gémissement de sa mère lui transperce la poitrine. Il s'en veut d'avoir été ambitieux. Il s'en veut d'avoir été impatient. Il s'en veut surtout d'avoir cru qu'il pourrait contrôler quelque chose d'aussi ancien. Quand il regarde sa mère, il ne voit plus seulement la femme qu'il a élevée. Il voit le prix de sa propre décision. Et cette image le détruit lentement. Tony tente une dernière chose. Il retourne là où tout a commencé. Il cherche le vieil homme. Il marche dans les mêmes rues. Il observe les mêmes coins d'ombre. Il attend. Mais l'homme n'est plus là. Comme s'il n'avait jamais existé. Tony comprend alors que le pacte n'est pas une discussion permanente. Ce n'est pas un contrat qu'on renégocie. C'est un mécanisme qui s'enclenche, puis suit son cours. Il rentre chez lui vidé.
Il s'assoit près de sa mère. Il lui tient la main. Il promet de rester. De ne plus fuir. Même s'il sait que sa présence ne changera plus rien. Une nuit, la respiration de sa mère change. Elle devient plus lente. Plus fragile. Tony se redresse immédiatement. Il sent une panique froide l'envahir. Il appelle. Il secoue doucement sa main. Sa mère ouvre les yeux une dernière fois. Et dans son regard, Tony lit quelque chose qui lui brise définitivement le cœur. Elle a compris. Tony n'est pas là quand tout s'arrête. Ce jour-là, il est dehors. Assis quelque part, sans vraiment savoir pourquoi. Son téléphone est posé à côté de lui, écran éteint. Il regarde le sol, perdu dans des pensées qu'il n'arrive plus à ordonner. Il sent pourtant quelque chose. Un vide soudain. Un arrêt brutal à l'intérieur. Son cœur se serre sans raison apparente. Il se redresse, comme si son corps avait compris avant lui. Puis le téléphone vibre. La voix à l'autre bout du fil est méconnaissable. Tremblante. Essoufflée. Elle ne tourne pas autour des mots. Elle n'a pas la force. Elle dit simplement que sa mère est partie. Pas de cris. Pas de scène. Juste cette phrase, lancée comme un poids. Tony ne répond pas tout de suite. Il regarde le vide devant lui. Les sons autour semblent s'éloigner. Le monde continue, mais plus pour lui. Il raccroche sans dire au revoir. Il ne pleure pas. Il reste assis, immobile, comme si son corps refusait d'enregistrer l'information. Dans sa tête, les images défilent sans ordre. Le pied malade, les herbes, les nuits sans sommeil, le regard de sa mère. Et surtout, cette règle. Toujours cette règle. Le sacrifice ne doit jamais être refusé quand le moment arrive. À cet instant précis, Tony comprend que tout est terminé. Pas seulement la vie de sa mère, mais aussi l'illusion qu'il pouvait encore réparer quelque chose. Il se sent vide. Pas triste. Pas en colère. Vide. Quand Tony arrive à la maison, tout est déjà différent. Les gens parlent à voix basse. Certains pleurent. D'autres évitent son regard. On lui dit des phrases qu'il n'entend qu'à moitié. On lui explique les dernières minutes, les tentatives, les gestes inutiles. Tony écoute sans écouter. Il traverse la maison comme un étranger. Il s'arrête devant la chambre de sa mère. Il n'y entre pas. Il n'en a pas la force. À l'intérieur, quelque chose se forme lentement en lui. Une pensée froide. Calculée. Pas un élan d'amour, mais une réponse à la culpabilité. Il se dit qu'il ne peut pas revenir en arrière. Mais qu'il peut contrôler ce qui va suivre. Cette nuit-là, Tony ne dort pas. Assis seul, dans l'obscurité, une phrase s'impose à lui. Claire. Déterminée. Presque violente. Il la murmure à voix basse, comme une décision irrévocable. Je dois créer des funérailles de dingue pour ma mère. À cet instant, Tony croit encore que l'argent peut compenser le silence. Il ne sait pas encore que ce choix va l'enchaîner pour toujours. Après la mort de sa mère, Tony disparaît. Pas physiquement. Mentalement. Il est là, mais absent. Il ne mange presque plus. Il ne dort pas. La maison est pleine de monde, mais il se sent seul comme jamais. Chaque voix lui paraît lointaine. Chaque condoléance sonne faux. La nuit, il reste assis, immobile, dans le noir. Et toujours, la même phrase tourne en boucle dans sa tête. Je dois créer des funérailles de dingue pour ma mère. Pas comme une idée, comme une obligation. Un matin, Tony se lève avec une clarté glaciale. Il comprend que ces funérailles ne doivent pas être normales. Elles doivent être inoubliables. Elles doivent faire taire les murmures. Elles doivent écraser les doutes. Elles doivent transformer la mort en spectacle de respect absolu. Il sort son téléphone. Il appelle. Il ordonne. Il paie. Il ne demande plus les prix. Il veut le meilleur. Le plus grand. Le plus visible. Chaque détail devient une obsession. Les fleurs. Les tissus. Les véhicules. La sonorisation. Les invités. Tony ne cherche pas à honorer seulement sa mère. Il cherche à couvrir quelque chose. Plus l'organisation avance, plus Tony se sent étrangement apaisé. Comme si chaque dépense effaçait une parcelle de culpabilité. Comme si l'argent devenait un langage que le monde spirituel pouvait comprendre. Il se persuade que le respect public équilibrera le silence privé. Il s'imagine déjà les gens parler. Dire que sa mère a eu un fils exceptionnel. Dire qu'elle n'a manqué de rien. Mais au fond de lui, une autre voix murmure que tout cela est trop tard. Tony l'étouffe en doublant les dépenses. Il impose sa vision à tout le monde. À la famille. Aux proches. Aux organisateurs. Il ne tolère aucune contradiction. Aucun retard. Aucun détail laissé au hasard. Il devient froid. Tranchant. Autoritaire. À mesure que la date approche, Tony sent quelque chose changer autour de lui. L'argent commence à circuler plus facilement. Des opportunités apparaissent. Des portes s'ouvrent sans explication. Il n'y prête pas encore attention. Mais au fond, une certitude commence à s'installer. Le pacte a tenu sa part.
Et maintenant, le monde entier va regarder. Le jour des funérailles, la ville ne se réveille pas normalement. Dès l'aube, les rues sont différentes. Les regards sont graves. Les voix plus basses. Des véhicules s'alignent là où, d'habitude, personne ne s'arrête. Les gens savent que quelque chose d'exceptionnel va se passer. Tony arrive vêtu de noir. Impeccable. Droit. Silencieux. Quand il descend du véhicule, un murmure parcourt la foule. On le regarde comme on regarde un homme important. Un homme qui a honoré sa mère comme peu de fils l'auraient fait. Tout est excessif. Les décorations. Les tissus. Les fleurs. La sonorisation. Le cortège. La cérémonie dépasse tout ce que les gens ont connu. Les routes sont bloquées. Les commerces ferment. Les médias parlent d'un deuil hors norme. On dit que toute la ville est en pause. Très vite, ce n'est plus seulement une famille qui pleure. C'est tout le pays qui observe. On murmure que le Gabon n'a jamais vu de telles funérailles. Tony ne ressent aucune fierté. Il regarde la scène comme s'il était à l'extérieur de son propre corps. Il entend les chants, les discours, les louanges, les mots qui décrivent sa mère comme une femme bénie d'avoir un fils aussi dévoué. Chaque phrase est un coup. Parce que Tony sait que ce respect est bâti sur un silence. Sur une vérité que personne n'imagine. Plus on le félicite, plus le vide s'élargit en lui. Il se tient droit. Il serre les mâchoires. Il ne laisse rien paraître. Quand vient le moment de parler, Tony s'avance. Sa voix est calme. Trop calme. Il remercie. Il parle d'amour. De sacrifice. De respect. Il promet de perpétuer l'héritage de sa mère. La foule est émue. Certains pleurent. À cet instant, Tony comprend qu'il a réussi une chose terrible. Il a transformé la culpabilité en admiration. Et cette réussite-là lui fait peur. Quand tout se termine, quand la foule se disperse lentement, Tony reste seul quelques instants. Le bruit s'éteint. Le silence revient. C'est alors qu'il sent quelque chose changer. Son téléphone vibre. Un message inattendu. Une opportunité improbable. Tony regarde l'écran longuement. Sans le savoir encore, il vient d'entrer dans une nouvelle phase. Celle où la richesse commence à couler. L'argent commence à arriver sans prévenir. Pas doucement. Pas progressivement. Un matin, Tony se réveille avec une notification. Puis une autre. Puis encore une autre. Des chiffres qu'il n'a jamais vus auparavant. Des sommes qui ne correspondent à aucun effort récent, à aucune stratégie claire. Il reste assis sur son lit, téléphone à la main. Son cœur bat vite. Pas de joie. De l'incrédulité. Les jours suivants confirment que ce n'est pas un hasard. Un ancien contact le rappelle soudainement. Un projet rejeté autrefois devient miraculeusement accepté. Des portes s'ouvrent sans qu'il ait besoin d'insister. Tout s'aligne. Tony n'a presque rien à forcer. Il parle peu. Il signe. Il valide. On lui fait confiance. On le respecte. On l'écoute enfin. Il comprend que quelque chose travaille pour lui. Et cette idée le glace autant qu'elle le fascine. À l'intérieur, Tony est partagé. Une partie de lui jubile. Enfin, le monde lui donne raison. Enfin, il sort de l'ombre. Mais une autre partie reste silencieuse. Méfiante. Elle observe la facilité avec laquelle tout arrive. Elle se souvient du prix. Elle se souvient de la chambre qui n'existe pas encore, mais qui existera. Tony n'en parle à personne. Parce que plus il réussit, plus il comprend que cette réussite ne lui appartient pas entièrement. Très vite, Tony change de rythme. Il ne réfléchit plus en semaines, mais en années. Il ne pense plus local, mais international. Quand une opportunité de partir se présente, il n'hésite pas longtemps. Il sait que rester serait dangereux. Trop de regards. Trop de questions. Trop de souvenirs. Il décide de quitter le pays. Pas en fuyant. En s'élevant. Le jour de son départ, Tony jette un dernier regard sur la ville. Il ne ressent ni nostalgie, ni tristesse. Seulement une certitude étrange. Ce qu'il laisse derrière lui est enterré. Mais ce qu'il emporte avec lui le suivra partout. La première nuit dans la nouvelle maison, Tony ne dort pas. Tout est trop calme. Trop propre. Trop parfait. Les murs sont immenses. Le silence est différent de celui de son ancien quartier. Ici, il n'est pas oppressant. Il est feutré. Cher. Mais malgré cela, Tony sent une inquiétude diffuse. Comme si ce lieu avait été construit pour cacher quelque chose plutôt que pour accueillir. Il se lève. Marche pieds nus. Observe chaque pièce. Et déjà, une pensée s'impose. Il faudra une pièce à part. La réussite attire naturellement les gens. Tony rencontre une femme. Discrète. Élégante. Fascinée par son parcours sans vraiment en connaître les détails. Il se rapproche vite. Trop vite peut-être. Mais Tony a besoin de normalité. D'une image stable. D'une preuve qu'il est comme tout le monde. Ils fondent une famille. Quand leur fille naît, Tony ressent quelque chose de nouveau. Une peur étrange. Pas celle de perdre.
celle de transmettre. Il regarde cet enfant et se demande ce qu'elle héritera vraiment de lui. Il ne pose pas la question à voix haute. Aux yeux du monde, Tony a réussi. Il est respecté, invité, consulté. Mais à l'intérieur, il vit sur un fil. Chaque rire trop fort le met mal à l'aise. Chaque compliment lui rappelle ce qu'il cache. Il commence à séparer strictement les espaces de sa vie. Ce qui est montré, ce qui est caché. La maison devient un symbole. Certaines pièces sont ouvertes, d'autres non. Tony impose une règle simple. Une porte ne doit jamais être ouverte. Il ne donne pas d'explication. Il ne négocie pas. Il ne hausse même pas le ton. Son calme est plus inquiétant que la colère. La pièce est verrouillée. Toujours. La clé ne quitte jamais son corps. Même sa femme comprend qu'il ne faut pas poser de questions. Tony passe souvent devant cette porte. Trop souvent. Parfois, il s'arrête. Il pose la main sur le mur. Il ferme les yeux. Il murmure des choses qu'il ne répéterait jamais devant un être vivant. Les années passent. La richesse augmente. La maison s'agrandit. Et plus Tony réussit, plus la porte devient centrale dans sa vie. Il ne le sait pas encore, mais cette porte n'est pas seulement un secret. C'est un compte à rebours. La chambre n'est jamais éclairée. Même en plein jour, Tony refuse d'y laisser entrer la lumière. Les rideaux sont inexistants, les murs nus, le sol froid. Cette pièce ne ressemble pas à une chambre. Elle ressemble à une attente. Chaque nuit, quand la maison s'endort, Tony se lève. Toujours à la même heure. Toujours sans bruit. Il traverse les couloirs comme un homme qui connaît exactement son chemin dans l'obscurité. Il ne regarde rien d'autre. Il ne pense à rien d'autre. Il va vers la porte. À l'intérieur, il n'y a rien de luxueux. Pas de meubles. Pas de souvenirs. Pas de photos. Seulement ce qui est caché. Protégé. Conservé. Tony n'entre jamais longtemps. Il ne s'assoit pas. Il ne touche presque rien. Il reste debout, comme face à une autorité invisible. Il parle à voix basse. Toujours les mêmes phrases. Toujours dans le même ordre. Il dit qu'il a tenu parole. Il dit que tout se passe comme prévu. Il dit qu'il n'a jamais parlé. Cette pièce n'est pas un secret. C'est une négociation permanente. Plus le temps passe, plus Tony s'épuise. Il fait des cauchemars. Il rêve de terre humide. De sacs trop lourds. De portes qui s'ouvrent seules. Il se réveille trempé de sueur, le cœur battant, persuadé que quelqu'un l'a vu. Il devient irritable. Hyper vigilant. Obsédé par le contrôle. Quand ses enfants rient trop près du couloir, il intervient immédiatement. Quand un invité s'approche par erreur de la porte, il change de ton. Plus froid. Plus sec. Sa femme commence à avoir peur. Pas de la pièce. De lui. Tony renforce les règles. Il installe des verrous supplémentaires. Il limite l'accès à certaines zones. Il fait comprendre, sans jamais le dire clairement, que désobéir aurait des conséquences. Il se convainc que tant que la porte reste fermée, tout ira bien. La richesse continue. Les affaires prospèrent. La générosité publique augmente. Mais la paix intérieure, elle, disparaît complètement. Un soir, Tony remarque quelque chose de différent. Un silence inhabituel dans la maison. Un rire d'enfant qui s'interrompt brusquement. Puis un bruit léger. Presque imperceptible. Un bruit qui vient du couloir. Tony se lève d'un bond. Crystal n'avait jamais eu peur de cette porte. Elle savait qu'elle était interdite. Elle savait que son père changeait de regard quand on passait devant. Mais pour elle, une porte fermée était surtout une question sans réponse. Ce jour-là, la maison est calme. Trop calme. Les adultes sont occupés ailleurs. Tony est absent. Le silence devient un terrain de jeu. Crystal marche dans le couloir. Ses pas sont légers. Son cœur bat vite, mais pas de peur. D'excitation. Elle s'arrête devant la porte. Elle hésite. Puis pose la main sur la poignée. Ce geste, minuscule, déclenche quelque chose d'irréversible. La serrure cède plus facilement qu'elle ne l'aurait imaginé. La porte s'entr'ouvre dans un grincement presque respectueux. L'air à l'intérieur est différent. Plus froid. Plus lourd. Crystal avance d'un pas. Puis elle voit. Elle ne comprend pas tout de suite. Son esprit d'enfant cherche des repères. Des formes. Des explications simples. Mais ce qu'elle voit ne correspond à rien de connu. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un objet interdit ordinaire. Elle recule instinctivement. Son souffle se bloque. Son corps se fige. Quelque chose en elle comprend avant même qu'elle ne sache nommer ce qu'elle regarde. Une peur primitive. Une peur qui ne s'apprend pas. Crystal ne crie pas. Elle reste là, silencieuse, les yeux grands ouverts, comme si le temps venait de se casser. Un bruit derrière elle la ramène brutalement à la réalité. Elle referme la porte d'un geste paniqué. Trop tard. Le mal est fait. Elle recule, court presque jusqu'à sa chambre. Elle se cache sous les draps comme on se cache d'un cauchemar éveillé. Une innocence perdue.
Une image qui ne partira jamais. Quand Tony rentre ce soir-là, il sait. Il ne sait pas comment. Il ne sait pas quand. Mais il sent que la maison a changé. Il s'arrête dans le couloir. Regarde la porte. Et dans son ventre, une panique glaciale s'installe. Parce qu'il comprend une vérité qu'il redoutait depuis le début. Le pacte n'exige pas seulement le silence. Il exige que personne ne voie. Crystal ne parle pas. Depuis ce jour, quelque chose a changé dans ses yeux. Elle évite certains couloirs. Elle sursaute quand une porte grince. Elle ne rit plus de la même façon. Tony le remarque immédiatement. Il connaît ce regard. Ce n'est pas la peur ordinaire d'un enfant. C'est la peur de quelqu'un qui a vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Et cette reconnaissance le frappe comme un coup dans la poitrine. La nuit suivante, Crystal fait un cauchemar. Elle se réveille en hurlant. Sa mère accourt. Tony arrive juste après. Il la prend dans ses bras. Elle tremble. Elle pleure sans pouvoir expliquer. Ses mots sont confus. Décousus. Mais un détail suffit. Elle parle d'os. De froid. D'une pièce qui ne respire pas. Tony sent le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'a pas tout compris. Mais elle a vu assez. Le pacte a été exposé à un regard innocent. Et cela n'était jamais prévu. À partir de ce moment, Tony ne connaît plus le repos. Son esprit est envahi par une certitude terrifiante. Le pacte n'est pas figé. Il évolue. Ce qu'il croyait être une dette stable devient une entité mouvante. Tant que le secret restait enfermé, la richesse coulait. Mais maintenant que quelqu'un a vu, même sans comprendre, l'équilibre est rompu. Tony commence à entendre des choses. Pas des voix claires. Des murmures. Des rappels. Il se sent observé, même seul. Surtout seul. La chambre interdite n'est plus un refuge. Elle devient une menace silencieuse. Tony tente de réparer. Il renforce encore les verrous. Il interdit certains passages. Il surveille sa fille sans en avoir l'air. Il multiplie les actes de générosité. Il donne plus. Il construit plus. Il aide plus de monde. Comme s'il tentait de noyer une faute invisible sous des tonnes de bonnes actions. Mais rien ne change. La nuit, il se retrouve devant la porte, paralysé. Il n'ose plus entrer. Il n'ose plus parler. Il sent que quelque chose attend. Pas de l'argent. Pas des promesses. Autre chose. Un soir, alors qu'il est seul dans la maison, Tony entend un bruit qu'il connaît trop bien. Un bruit venant de l'intérieur de la chambre. Pas un mouvement. Pas un choc. Un souffle. Tony recule lentement, le cœur battant à rompre. Il comprend alors que le pacte n'a pas seulement pris sa mère. Il a pris sa paix. Et maintenant, il réclame la sienne. Tony ne dort plus. Même quand son corps s'effondre de fatigue, son esprit reste éveillé. Il sursaute au moindre bruit. Il vérifie les portes. Les fenêtres. Les caméras. Toujours la même. Encore. Et encore. La chambre interdite est devenue le centre de tout. Il n'y entre presque plus. Mais il la sent. Comme une présence silencieuse qui respire avec la maison. Les hallucinations commencent doucement. Des ombres dans les couloirs. Des murmures quand il est seul. Une sensation constante d'être observé. Tony commence à confondre le jour et la nuit. Il parle parfois tout seul. Il répond à des questions que personne ne pose. Sa femme s'inquiète. Elle tente de comprendre. Mais Tony se referme. Il sait qu'il ne peut rien expliquer. Parce que la vérité détruirait tout. La culpabilité devient une torture quotidienne. Tony ne voit plus sa réussite comme une victoire, mais comme une condamnation à perpétuité. Chaque voiture de luxe lui rappelle le prix payé. Chaque contrat signé lui rappelle ce qui est enfermé derrière la porte. Il évite sa fille. Parce qu'il voit dans ses yeux quelque chose qu'il ne supporte pas. Le reflet de ce qu'il a fait. Il comprend alors une vérité terrible. Le pacte ne s'arrête pas à celui qui l'a signé. Il contamine. Tony tente de rompre. Une nuit, dans un moment de désespoir total, il se tient devant la porte. Il tient la clé. Ses mains tremblent. Il parle à voix haute. Il promet. Il supplie. Il menace presque. Mais rien ne répond. Il ouvre. À l'intérieur, la pièce est exactement comme avant. Froide. Vide. Silencieuse. Pourtant, Tony sent que quelque chose a changé. Ce n'est plus une dette. C'est une possession. Il referme la porte en criant. À partir de ce jour, Tony n'est plus vraiment là. Il continue de vivre. De signer. De sourire en public. Mais à l'intérieur, il est déjà enfermé. Le pacte a gagné. Tony est devenu tout ce qu'il voulait être. Riche. Respecté. Admiré. Mais jamais en paix. Sa maison est immense, pourtant il se sent à l'étroit. Sa fortune est colossale, pourtant il vit dans la peur. Sa générosité est connue, pourtant elle ne répare rien. La chambre existe toujours. Personne n'y entre plus. Mais elle est là. Comme un rappel silencieux. Tony a appris trop tard que certaines réussites ne sont pas des bénédictions, mais des chaînes.
Que l'argent peut acheter le respect, mais jamais le pardon. Et que certains sacrifices ne s'effacent pas, même avec tout l'or du monde. Son histoire devient une leçon silencieuse. Parce que la richesse sans paix est une prison dorée. Et certains pactes se paient sur plusieurs générations.